Le discours de Madame Roland, il est inaudible. Pourquoi ? Parce que depuis que Madame Roland est à la tête de Nantes, et je parle évidemment en citant les Nantais, les gens qui connaissent par cœur cette ville et qui nous disent qu'elle est méconnaissable depuis quelques années. Cette ville, elle est devenue, en tout cas dans certains quartiers, on ne va pas généraliser, mais c'est devenu quasiment un coupe-gorge. Et Madame Roland, si elle veut lutter contre le narcotrafic, elle a le pouvoir d'installer des caméras de vidéosurveillance. Et Frédéric Lose, qu'il nous apprend, qui est à vérifier, mais je ne vais rien trahir, mais c'est une source très informée qui vous a informé Frédéric Lose et qui nous dit qu'il y a 0 caméra de vidéosurveillance dans ce quartier Port-Boyer. Donc il y a le discours et puis ensuite il y a le réel. Et à un moment, si les deux ne s'accordent pas, c'est qu'il y a un souci quelque part. Maintenant, Madame Roland a été réélue. Oui, mais... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a à dire que l'impuissance publique, en fait, il faut arrêter d'avoir que des paroles et de la rhétorique et passer effectivement aux actions. Parce que les actions, elles peuvent être là. Sur la vidéosurveillance, on le voit bien, par exemple, à Grenoble, le procureur a dit en janvier qu'il n'y avait que 20 caméras de vidéosurveillance en service sur l'ensemble de la ville. À Nice, il y en a 4000. Et donc ce n'est pas du tout un hasard. C'est quand vous avez dit, dans la fusillade qu'il y a eu à Nice il y a quelques jours, les 4 auteurs ont été retrouvés dans les 72 heures. Donc l'impuissance publique et l'impuissance du politique, elle est organisée par des idéologues qui ne veulent pas prendre les mesures qui fonctionnent et qui sont connues pour fonctionner. Je veux dire, sur le fait de passer à un système de surveillance pour pouvoir traquer les personnes, pour pouvoir aller regarder ce qui se passe sur tous les points de deal, pour pouvoir savoir les allées et venues de tous ces gens, pour pouvoir aller taper au portefeuille sur les commerces qui blanchissent l'argent. Tout ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'il faut faire. Et je reprends encore une fois, si vous étiez avec nous tout à l'heure à 15h, on a diffusé les mots de Laurent Nunez qui disait « Nous ne sommes pas dépassés ». Moi, je me sens complètement dépassé quand j'entends tout ça. Quel élément peut nous permettre de dire le contraire ? Allez, 2 derniers mots avec vous, Florian, et le commissaire Lose, bien sûr. Non, mais le commentaire de Laurent Nunez est totalement orwellien. C'est un renversement de la réalité totale. Parce qu'il faut rappeler théoriquement, l'État a le monopole de la violence. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Donc l'État est totalement dépassé du point de vue du monopole de la violence. Il n'a plus du tout le monopole de la violence. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour revenir sur ce que vous venez de dire sur les mineurs, c'est-à-dire que les narcotrafiquants sont en permanence en train de s'adapter. Ils se jouent de nous, ils se jouent de notre droit. Pourquoi est-ce que justement les mineurs aujourd'hui sont en première ligne dans le narcotrafic ? Précisément parce que les lois qui ont été mises en place sur l'excuse de minorité, sur le fait qu'il n'y ait pas de comparution immédiate pour les mineurs, sur la césure pénale, tout ça, ce sont des choses qui conduisent à faire en sorte que les mineurs sont donc protégés, ne sont pas punis et donc sont des narcodélinquants parfaits. Donc, pour protéger nos mineurs, il faut aussi revenir totalement sur la justice pénale des mineurs. Cette image, qu'on revoit un peu en boucle, ces dernières heures, elle a marqué les esprits. Elle a marqué les esprits, on a tous été surpris. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez inédit. Juste avant de vous faire réagir, Florian, on a l'entourage de Brigitte Macron qui a réagi à ces révélations de Florian Tardif. Brigitte Macron a catégoriquement démenti ce récit auprès de l'auteur le 5 mars dernier en précisant qu'elle ne regardait jamais dans le téléphone portable de son mari. Précision non publiée par l'auteur. Je crois que Florian Tardif dément de son côté. Bon, c'est le jeu également de ces révélations. Qui alimente qui, à quel moment voilà, ça donne ce genre de réplique ensuite. Votre commentaire ? Oui, moi, effectivement, contrairement à ce que disait Yoann, je pense qu'Emmanuel Macron avait fait un peu le service minimum de tout candidat à la présidentielle. En réalité, ils sont obligés de s'exposer un minimum, de montrer dans quel type de famille ils ont construit, puisque les Français, quand ils choisissent un président, ils choisissent aussi une personnalité. Ils veulent savoir un minimum sur cette personnalité. Mais moi, je voudrais juste revenir sur un point, c'est le fait que Brigitte Macron ait giflé le président. Je veux dire, on parle assez des violences conjugales tous les jours on a des féminicides, tous les jours on a des questions sur le sujet, les chiffres restent atterrants en France et on a la première dame qui frappe le président. C'est quand même quelque chose, et je me souviens, enfin en tout cas il me semble que à l'époque, il y avait eu des dénégations, que ce n'était pas une gifle. C'est pas vraiment une gifle d'ailleurs, on voit cette image, elle le repousse. Mais j'avais il y a une forme d'agressivité dans le geste, mais...
qu'elle l'avait poussé pour qu'il fasse face à la sortie de l'avion parce que les caméras tournaient. Et en fait, on apprend maintenant que pas du tout, c'est effectivement une gifle, motivée par la jalousie. Bon. Je veux dire, excusez-moi, je trouve ça choquant. Pour moi, c'est ça le vrai sujet. Et si Brigitte Macron est mécontente, elle peut toujours divorcer. C'est aussi ça la France d'aujourd'hui. On va pas en faire une affaire d'État pour les gens, en effet. C'est intéressant d'entendre ce micro-trottoir, comme on dit, dans le vent du fort de Brégançon. Faut pas en faire une affaire d'État. Et les gens semblent se distancier de cette affaire. Il faut le... Oui, mais ça, c'est dans... Oui. Non, mais c'est dans la droite ligne historique française, qui accepte le fait que nos dirigeants puissent avoir une vie privée celle qu'ils veulent, contrairement par exemple au puritanisme américain ou d'ailleurs. Donc non, je trouve que c'est très sain et c'est bien qu'on garde ça. Là où le bas blesse, Didier Deschamps qui botte en touche, comme on dit dans le rugby. Sur les propos de Kylian Mbappé, moi, avant de rentrer dans le fond, les gens comme eux, ça m'a heurté. Parce qu'on parle de 11 millions d'électeurs du Rassemblement national aux dernières élections. Ça veut dire que les gens comme eux, ces 11 millions, il les met à l'écart de la société d'une certaine façon. Et ça, il y a une forme de mépris, de dédain. C'est le capitaine de l'équipe de France. Il y a 70 millions de Français derrière lui. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Oui, tout à fait. Et nombre d'ailleurs des gens comme eux qui sont des fans de Kylian Mbappé. Donc c'est ça qui est quand même vraiment choquant là-dedans. En fait, en tant que citoyen, il peut évidemment s'exprimer tout ce qu'il veut sur ses réseaux sociaux, etc. La question, c'est dans cette interview de Vanity Fair, est-ce qu'il était interviewé en tant que capitaine de l'équipe de France de football ou est-ce qu'il était interviewé en tant que simple quidam? Je ne pense pas qu'il était interviewé en tant que simple quidam. Il est interviewé en tant que superstar mondial du foot. Bon, voilà, et donc quand on a ce statut-là, honnêtement, on se doit d'avoir un minimum de réserve, d'autant plus dans un média étranger. Donc, je trouve qu'il est sorti d'une certaine réserve que beaucoup d'artistes et de grands sportifs devraient davantage s'astreindre. Et cette ultra-star, superstar internationale qui défile non pas avec le drapeau de Catalogne ou d'Espagne ou que sais-je, mais avec le drapeau de la Palestine. Le débat est biaisé. Puisque il y a le camp du bien et rien d'autre. Et on le voit à travers cette image également. Un petit commentaire ? Oui, mais honnêtement, encore une fois, c'est très choquant. Mais vous savez, comme vous l'avez bien dit, dans tout l'Occident, c'est effectivement... Il n'y a qu'une opinion. Il n'y a qu'une opinion. Pendant les JO, par exemple, il y a eu des gros scandales au niveau de la Team USA, précisément parce qu'il y avait beaucoup d'athlètes américains qui avaient pris des positions contre Donald Trump. Donc prendre une position contre son propre pays ou contre une part de son propre pays à l'étranger, il y a toujours quelque chose de profondément gênant. Ça veut dire qu'on ne joue pas collectif. Oui.